Donc on se retrouve, on est sur l'événement sur les épaules des géants pour la ville du Havre, c'est l'événement scientifique. Il y a eu des événements ce matin dans ce conservatoire, il y en aura qui vont suivre après. Donc si vous voulez rester, n'hésitez pas, sauf si vous devez retourner en cours. L'idée pour ce Quoi de neuf docteur, ça va être de faire intervenir des gens qui vont parler de leur sujet de thèse. Il y aura 4 interventions et à la fin, quelle chance, quel honneur, on aura un prix Nobel qui va venir. Et comme ça, on pourra un peu challenger tout ça et avoir une vision assez diversifiée de ce qu'est la recherche, quoi. À la fois quand on est prix Nobel ou quand on est en train de faire une thèse. Donc j'espère que vous aurez une vision assez dynamique de ce qu'est la recherche scientifique, avec des sujets qui vont être passionnants et assez divers. Donc je fais une présentation globale et après, évidemment, chacune va passer différemment. Ah si, peut-être petit point sur le format. L'idée, c'est que chacun va passer 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes-là, il y aura juste 2 questions que je vais vous laisser poser parce qu'il faut qu'on enchaîne vite. En plus, on prend un petit peu de retard. 2 questions du public et après, on enchaîne avec une autre intervention. Et on va faire ça 4 fois jusqu'à l'intervention de Jean-Pierre Sauvage. Donc du coup, les 4 personnes qui sont ici à ma gauche... Ah mince, j'ai perdu mes notes. Il faut que j'ai mes notes parce qu'il y a les noms des laboratoires. Ah si, Florian, j'ai oublié le nom de ton laboratoire, c'est Urcom. Super. Donc en fait, tout est là. Donc mes notes sont juste ici, très bien. Du coup, on aura Félix du laboratoire Litis, on aura Kaina du laboratoire NIMEC, Floria Urcom, c'est ça, et Juliette du laboratoire Ondes et milieux complexes. Je vous demande d'être super silencieux et les écouter de manière très studieuse. Et après, on se retrouve pour les petites questions. Merci beaucoup. Bonjour, c'est bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment prendre la meilleure décision possible, que ce soit face à un problème que l'on vous pose ou lorsque vous jouez à un jeu? Eh bien moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien en mettant des mathématiques et de l'informatique. Mon domaine de recherche, c'est l'aide à la décision et l'optimisation. Et le but de cette présentation, ça va être de vous parler de ces 2 domaines, leur utilité et comment je les utilise pour répondre à mon problème spécifique au cours de ma thèse. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'optimisation? Eh bien, on l'a déjà un petit peu dit, c'est prendre la meilleure décision possible, mais comment arriver à cette décision et comment dire qu'une décision est meilleure qu'une autre? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous illustrer en prenant un jeu. Dans ce jeu, vous êtes un livreur de colis et vous avez un certain nombre de boîtes aux lettres à visiter dans un quartier, dans une ville. Et l'objectif, c'est de passer par toutes ces boîtes aux lettres en un seul trajet. Le but du jeu, ça va être de trouver le trajet le plus court possible. Donc, on va commencer par générer une première réponse. Donc, notre véhicule se déplace, il emprunte des chemins, ceux-ci se mettent en rouge, il passe par toutes les boîtes aux lettres et on revient au dépôt. Ce qu'on vient de générer ici, c'est ce qu'on appelle une solution. Attention, une solution, ce n'est pas la meilleure décision possible, c'est uniquement une réponse possible qui répond à notre problématique, donc qui était ici de passer par toutes les boîtes aux lettres. Mais comment dire donc, si cette solution est bonne ou mauvaise? Eh bien pour ça, on va la mesurer. On va calculer la distance que le véhicule a parcourue et on va obtenir un score. Ce score, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de dire si notre optimisation fonctionne, si notre score s'améliore, ou si on stagne ou on régresse. Et donc, si vous trouvez un chemin différent du mien, vous allez pouvoir calculer votre score, le comparer au mien et savoir quelle décision il faut prendre. Et ça peut être une méthode pour optimiser ce genre de problème. On va générer beaucoup de solutions, donc en s'aidant de l'informatique pour le faire automatiquement et aller plus rapidement. Et ensuite, on va pouvoir classer ces solutions, lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont les moins bonnes, quelles sont les solutions, quels sont les chemins empruntés par les meilleures solutions, quels sont les chemins empruntés par les plus mauvaises. Et petit à petit, on va pouvoir établir une stratégie en connaissant les chemins les plus optimisés, enfin les plus efficaces pour avoir une bonne décision et les chemins qu'il ne faut absolument pas prendre. Dans le but d'avoir donc un meilleur score. Ici, le score, c'est une distance, mais le score, ça peut être tout à fait autre chose selon le type de problème qu'on considère. Par exemple, le problème qui consiste à trouver les meilleurs emplois du temps pour toutes les classes d'un collège, eh bien, on peut l'optimiser de différentes manières. On peut calculer un score selon l'heure à laquelle vous finissez le soir. Plus vous finissez tôt, mieux c'est. On peut aussi optimiser selon le nombre d'heures de permanence que vous avez dans la journée. Moins vous en avez, mieux c'est. Et donc, vous voyez qu'on peut optimiser sur différents critères,
un nombre à peu près infini de critères qu'on peut considérer selon ce qu'on souhaite améliorer dans un système qui existe. Et on peut également traiter un nombre de problèmes très grand. Cependant, en tant que chercheur, moi, ma mission, ça va être de trouver donc, les meilleures méthodes pour résoudre ces problèmes de manière automatique grâce à l'informatique. Cependant, on ne va pas traiter tous les problèmes en tant que chercheur. On va seulement traiter une petite partie d'entre eux, qui sont les problèmes complexes. Donc la famille des problèmes complexes, comment on la définit? Eh bien, c'est une famille de problèmes pour laquelle il n'y a pas de méthode efficace pour résoudre les problèmes de cette famille. Et c'est tellement compliqué de trouver une méthode qui soit efficace pour ce type de problème qu'une récompense de 1 million de dollars est offerte à la personne qui trouvera une méthode efficace pour un seul des problèmes de cette famille. Et donc, qu'est-ce que ça implique de ne pas avoir de méthode efficace? Eh bien, ça implique que ces problèmes vont devenir très longs et très durs à résoudre quand le volume de données va augmenter. Le volume de données, c'est quoi? C'est par exemple, dans le jeu du livreur de colis, c'est le nombre de boîtes aux lettres qu'il y a. Quand il n'y a que 7 boîtes aux lettres, on peut un peu par nous-mêmes trouver l'ordre, un ordre efficace, un ordre qui semble le meilleur. Quand il y en a 10, ça devient encore un peu plus compliqué. Et quand il y en a 100, vous ne pouvez plus le faire de tête. Et même un ordinateur peut avoir des problèmes à trouver une décision qui soit un peu intelligente, quoi. Cependant, c'est des problèmes qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, une entreprise qui livrerait des colis, tous les jours, elle doit trouver une feuille de route pour tous ses livreurs. Et donc, il faut que des gens, des chercheurs, des ingénieurs, mettent un petit peu la main à la pâte et essayent de trouver les meilleures manières de faire pour donner des solutions qui soient plutôt bonnes pour ces problèmes. Donc moi, quel est le problème spécifique sur lequel je travaille durant ma thèse? Moi, je travaille sur un problème de nettoyage des débris après une catastrophe naturelle. Donc par exemple, après un séisme qui va toucher une ville, une région, on va avoir un certain nombre de bâtiments, de quartiers qui vont être détruits, qui vont être écroulés. Et la première chose qu'on fait évidemment dans ce genre de situation, c'est aider la population touchée en lui apportant les premiers soins, les premiers secours, la nourriture. Mais une fois que cette première phase de réponse est apportée, on souhaite que cette population retrouve son niveau de vie d'avant, retrouve ses maisons, retrouve ses quartiers, etc. Et donc pour ça, on va vouloir reconstruire. Et pour reconstruire, on doit nettoyer l'ensemble de la ville. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est le faire le plus rapidement possible, avec évidemment le moins de jours possible, sachant que ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, selon la gravité de la catastrophe. Comment on se représente cette situation? Eh bien, on va avoir au sein de la ville, au sein des quartiers, différents points où il y a des débris, on appelle ça des sites. Et notre but, ça va être de nettoyer ces différents sites et d'emmener les matériaux qui sont écroulés, qui sont par terre, dans une décharge donc, qui est située en haut à gauche du schéma. Pour ça, on va pouvoir s'aider de 2 types de véhicules. On a un premier type de véhicule lent, donc par exemple des tractopelles, qu'on va pour chaque journée placer sur des sites au sein de notre ville, au sein de notre région. Ensuite, on va avoir des véhicules rapides, donc des camions, qui pour ce jour donné vont pouvoir se déplacer au sein de la ville, se synchroniser avec les tractopelles. Les tractopelles vont remplir les camions et les camions vont pouvoir aller porter les matériaux à la décharge. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous, pour être stratège et pour améliorer le problème? Eh bien, il faut trouver les meilleurs placements de tractopelles pour une journée donnée. Et ensuite, il faut trouver les meilleurs chemins que les camions peuvent emprunter pour réaliser le plus de trajets à la décharge dans une journée. Parce que plus on va réussir à faire de trajets pour une journée donnée, plus on va pouvoir augmenter le nombre de matériaux qu'on nettoie. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va nettoyer totalement la ville le plus rapidement possible en prenant des bonnes décisions. Comment ça se passe? Évidemment, après, on va recommencer ce processus, le nombre de jours qu'il faudra pour tout nettoyer. Et on voit là au fur et à mesure que certains sites sont totalement clean et on va donc se déplacer sur d'autres et placer différemment nos tractopelles. Comment je m'y prends au quotidien donc pour résoudre ce problème? Quelle est un peu ma mission de chercheur? Eh bien, tout d'abord, la première chose qu'on fait, c'est analyser le problème par les articles scientifiques qui existent déjà. Donc les problèmes qui y ressemblent, les méthodes qui ont été utilisées sur ces problèmes, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a
pas bien marcher dans ces méthodes-là. On va donc connaître un peu les limites de la recherche actuelle sur la connaissance qu'on a de ces sujets. Ensuite, on va transformer en langage mathématique le problème que nous, on souhaite résoudre. Pourquoi le langage mathématique ? Eh bien, c'est un langage universel entre nous, les chercheurs en aide à la décision, en optimisation. Et ça va nous permettre, sans barrière de la langue, de décrire précisément le problème qu'on traite, la manière dont on traite, les choses qu'on prend en compte. Et ça va nous permettre de communiquer après aux autres chercheurs. Une fois qu'on a modélisé notre problème, une fois qu'on l'a transformé en langage mathématique, on va mettre en place, en langage informatique cette fois, des moyens de répondre aux problèmes. Et donc ça, c'est une phase où il y a beaucoup d'allers-retours, parce qu'on va mettre en place des algorithmes, donc des premières façons de résoudre. On va évaluer si ça fonctionne bien, si on a des bons résultats, si on a des mauvais résultats. Et après, en s'aidant de ce qui existe déjà dans la littérature scientifique, dans les autres articles scientifiques, on va pouvoir comparer, voir si les méthodes qu'on a mises en place donnent de meilleurs résultats par rapport à ce qui existait déjà. Et ensuite, si on est satisfait de ce qu'on a cherché, de ce qu'on a potentiellement trouvé, on va pouvoir enrichir les articles scientifiques des connaissances qu'on a eues, de ce qui a bien fonctionné dans ce qu'on a mis en place, de ce qui a moins bien fonctionné aussi, c'est important d'en parler. Et on espère, en faisant ça, améliorer la façon dont on approche, dont on connaît ce type de problème, pour que lorsqu'un événement de cette taille, donc un séisme, etc., arrive, les personnes qui sont aux décisions, les personnes qui doivent concrètement résoudre ces problèmes, puissent avoir un ensemble de connaissances sur lesquelles se baser en ayant une expérience préétablie sur ce sujet. Et on espère comme ça impacter positivement la gestion de la catastrophe et améliorer la façon dont les gens vont retrouver une vie normale, une situation normale après une catastrophe naturelle. Merci de votre attention. Merci beaucoup Félix. Bon, c'était super intéressant. En plus, c'est évidemment d'actualité avec les catastrophes naturelles de ce mois de septembre. Donc super intéressant. Le temps qu'on fasse le petit switch, on va prendre du coup une question du public, juste une seule. Et si on a le temps à la fin, après toute intervention, on verra si on peut faire d'autres questions. Oui, juste ici au milieu. La formulation mathématique ? Vous parlez ? Ok. Ça, c'est une schématisation de ce qu'est notre problème. Et quand on va, en fait, dans les articles scientifiques, dans la littérature scientifique, on a un peu une banque de données de problèmes principaux, on va dire, qui existent. Et après, ces problèmes ont plein d'applications avec plein de petites subtilités selon qu'on a deux véhicules différents. Donc, c'est ce qu'on avait appelé une flotte hétérogène de véhicules. Donc à contrario d'une flotte homogène où il n'y aurait qu'un seul véhicule. Là, on en a plusieurs. Et donc ça nous permet d'enrichir au fur et à mesure la modélisation. On peut prendre d'autres choses en compte. Par exemple, comme votre question, du coup, c'est comment est-ce qu'on se base ? On essaye, dans un premier temps, de partir d'un schéma un peu simple. Donc là, avec deux types de ressources différentes. Et après, on peut augmenter, quand on voit qu'on arrive bien à résoudre ce type de problème, augmenter la complexité, augmenter le nombre de choses qu'on prend en compte, donc le nombre de choses qu'on ajoute à notre modélisation pour résoudre en fait des choses de plus en plus complexes, de plus en plus précises et qui peuvent en avoir un impact bien plus fort. Un autre exemple qu'on pourrait avoir avec ce que vous dites, c'est comment fonctionne la gestion des matériaux. Par exemple, on peut considérer que, un peu comme dans mes schémas, c'est juste un tas de matériaux et c'est tous les mêmes. Mais il y a des gens qui s'intéressent à comment on gère quand il y a plusieurs types de matériaux et donc plusieurs décharges et potentiellement pas des décharges. On pourrait considérer qu'on a une décharge, mais aussi une usine de retraitement, etc. Et donc ça, c'est plein de choses qu'on peut prendre en compte dans la recherche pour affiner le problème qu'on résout
et aussi prendre en compte des problématiques qui sont un peu nouvelles ou des choses qui intéressent les gens. Ouais, là, dans le problème, plus précisément, on n'a pas que l'ordonnancement, on a aussi donc, la gestion du routing, parce que, comment dire, non, c'est deux choses assez différentes. En fait, dans l'ordonnancement, ça va être sur la partie ordonnancement du problème, c'est pour un jour donné, où est-ce qu'on place notre ressource immobile, donc les tractopelles, où est-ce qu'on la place. Et ensuite, il y a la dimension routing du problème, qui est comment on sélectionne les meilleurs trajets pour une journée, pour augmenter la quantité de matériaux qu'on déblaye, etc. Donc il y a un peu ces deux choses qui sont cumulées. Merci beaucoup. Désolé pour les gens qui nous regardent avec la caméra. J'ai oublié de passer le micro, donc peut-être que tout le monde n'a pas entendu le son pour les gens qui nous regardent. Mais on fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup, Félix. Juliette, c'est à toi. Je te laisse Merci. la salle. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Juliette Viévard, je suis doctorante en 3e année et aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de recherche qui peut se présenter par la question « Comment nettoyer les eaux de pluie ?» Donc l'année prochaine, entre juillet et août 2024, auront lieu les Jeux Olympiques à Paris et des épreuves sont prévues dans la Seine. Il faut savoir que c'est un fleuve dans lequel il est interdit de se baigner depuis 100 ans maintenant, parce que c'est un fleuve qui est sale, qui est pollué, et qui donc peut engendrer un risque pour la personne qui s'y baigne. Ça fait maintenant quelques années qu'avec cet objectif des Jeux Olympiques, on essaie de la nettoyer, cette eau, pour qu'on puisse s'y baigner de nouveau. C'est pour ça qu'en août dernier est paru cet article, à la suite d'une tentative de baignade de personnes qui souhaitaient s'entraîner. Et cet article est paru dans le journal 20 minutes, avec comme titre « Jeux Olympiques de Paris 2024, un entraînement de natation dans la Seine reporté à dimanche en raison de la pollution ». Moi, ce que je trouve intéressant dans cet article, que j'aimerais que vous remarquiez, c'est qu'on associe des pluies intenses, ici, à une pollution. Donc j'aimerais essayer d'abord de vous faire comprendre pourquoi on associe pollution et interdiction de se baigner dans la Seine. Donc pour ça, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on nettoie les eaux en France, donc à savoir nos eaux usées et nos eaux pluviales. Donc les eaux usées, c'est les eaux qu'on va utiliser à la maison pour se laver les dents, pour tirer la chasse d'eau ou encore pour prendre une douche, par exemple. Et puis les eaux pluviales, ce sont tout simplement nos eaux de pluie. Donc ces eaux vont être envoyées vers ce qu'on appelle des stations d'épuration. Et dans ces stations d'épuration, on va nettoyer ces eaux, on va les dépolluer avant de les relarguer dans la nature par la suite. Et ça pose problème notamment pour la Seine, puisque en région parisienne, on va avoir 30 000 habitations qui ne vont pas être reliées à des stations d'épuration. Donc les eaux usées de ces habitations vont être relarguées dans la Marne, qui est un fleuve qui se relargue, lui, directement dans la Seine. Et pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, 30 000, c'est le nombre de places qu'il y a dans le stade Océane. Donc il faut imaginer que quand le stade Océane est plein, eh bien, toutes les personnes qui sont présentes possèdent une habitation qui n'est pas reliée à une station d'épuration, ce qui veut dire que toutes les eaux sales de la maison vont aller directement dans la Seine. Et puis une autre raison, c'est aussi les orages. Donc là, c'est plus en lien avec l'article que je vous ai montré juste avant, où finalement, quand il va pleuvoir énormément, on va avoir des volumes d'eau qui vont être trop importants pour être traités en station d'épuration, trop importants pour pouvoir aller dans les tuyaux qui envoient les eaux de pluie vers les stations d'épuration, et on va arriver, comme on voit ici, à des inondations, des bouches d'égout qui vont déborder. Donc ces eaux, elles vont ruisseler, elles vont couler sur les routes, comme on peut le voir ici, et au lieu d'aller en station d'épuration, elles vont se relarguer dans la nature, c'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, aller dans les cours d'eau les plus proches. Et ça pose problème, parce qu'en ruisselant, l'eau peut se charger en déchets, comme en déchets plastiques, par exemple. Donc des solutions ont été mises en place ces dernières années pour essayer de dépolluer ces eaux. Donc, notamment les eaux usées des habitations. Pour ça, on a essayé de raccorder petit à petit les maisons qui ne l'étaient pas pour éviter que les eaux sales des 30 000 habitations aillent directement dans la Seine.
Et puis pour les orages, on a créé ce qu'on appelle un bassin de rétention. Donc, je vous ai mis une photo ici du bassin de rétention qui a été créé pour les Jeux Olympiques. Donc un bassin de rétention, c'est un endroit où on va amener l'eau de pluie quand il y a des événements pluvieux très importants. Donc on va stocker les eaux de pluie ici. Donc ça va d'abord éviter des inondations puisqu'on va amener toutes ces eaux ici. Et puis une fois que la pluie sera passée, on enverra petit à petit ces eaux vers les stations d'épuration de nouveau. Si on regarde ce qui se passe ici au Havre, on va avoir 90% de nos eaux qui vont être traitées de la façon dont je viens de vous dire. Donc les eaux de pluie et les eaux usées vont être envoyées en station d'épuration. Et puis on va avoir 10% où les eaux usées vont également être envoyées en station d'épuration, mais pas les eaux pluviales. Donc ça peut poser problème puisque les eaux pluviales, dans ces pourcentages-là, vont être également envoyées en bassin de rétention, sauf que ces bassins ne sont pas reliés aux stations. Donc finalement, on va relarguer ces 10% d'eau dans la nature sans passer par une étape de nettoyage. Et ça peut poser problème parce que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des pollutions de type plastique, mais on peut aussi avoir des pollutions plus dangereuses, à savoir la pollution chimique. La pollution chimique, ça fait intervenir des polluants. Les polluants, c'est des toutes petites choses qui sont très dangereuses pour l'humain et pour l'environnement. Et par exemple, je peux vous citer les HAP, donc c'est un nom un petit peu barbare, mais des HAP, c'est des composés qui sont très petits, très dangereux, et qui sont notamment relargués par les pots d'échappement des voitures quand elles roulent. Et en fait, ces HAP vont se déposer sur la route, et quand il va pleuvoir, l'eau va nettoyer la route et va récupérer ces HAP. Et puisque dans ces 10%-là, les eaux ne vont pas être nettoyées en station d'épuration, on va avoir un problème de pollution. Ici, c'est le même exemple où finalement, là, l'eau va ruisseler, va couler sur des toitures. Donc sur les toitures, on a également des polluants. Et si on zoome sur ce qui se passe ici, à cette eau-ci, on va retrouver les polluants que je vous disais, donc qui sont en rouge et en violet. Donc on peut avoir des polluants qui sont tout seuls dans l'eau. Et on peut également avoir des polluants qui se déposent, qui s'absorbent sur des particules. Des particules, c'est des toutes petites choses, un petit peu moins petites que les polluants, comme par exemple des tout petits bouts de terre. Et les polluants adorent s'accrocher sur ces polluants. Et donc c'est là qu'intervient le but de ma thèse, puisque l'idée c'est qu'on développe un système filtrant, donc un filtre, qui serait placé à l'entrée des bassins de rétention, où les eaux de pluie arrivent, pour essayer de les nettoyer, finalement un peu de remplacer le processus de la station d'épuration. Donc pour ça, on a développé un système composé de sable et de fibres de lin. Je vous expliquerai après pourquoi on travaille avec les fibres de lin, mais globalement, les fibres de lin, on les utilise principalement pour le textile. Donc si on fait un zoom sur ce système, on va avoir ici notre sable, ici nos particules sur lesquelles sont accrochés des polluants, et puis les polluants qui sont tout seuls en solution, tout seuls dans l'eau. Donc ces polluants vont arriver sur le sable va agir comme un filtre à café. Un filtre à café, ça laisse passer les toutes petites choses, mais ça stoppe les choses qui sont un petit peu plus grosses. Là, c'est la même chose. Vous voyez que les polluants ici arrivent à passer entre les grains, alors que les particules, elles, sont trop grosses. Et puis, les polluants qui sont tout seuls vont arriver ensuite sur les fibres de lin. Là, le processus est un petit peu différent. Les fibres de lin, il faut imaginer qu'il y a un bout de scotch à leur surface, et les polluants vont s'absorber, vont s'accrocher à ces fibres de lin. C'est de cette façon qu'on arrive à dépolluer les eaux. Et comment on travaille au quotidien au laboratoire, comment on détermine si notre filtre est efficace. Pour ça, on va dans un tube mettre de l'eau qui est très propre, on va ajouter des polluants, un nombre de polluants qu'on connaît, on va ajouter des fibres de lin, on va agiter pour favoriser le contact entre les fibres et les polluants. On va ensuite retirer les fibres, et grâce à un appareil que vous pouvez voir ici en photo, on va compter le nombre de polluants qui nous restent. Et comme on savait le nombre de polluants qu'on avait mis au début, dans notre exemple, j'en avais mis 10 au départ et il n'en reste plus que 1. On en a retiré 9. Donc finalement, on a réussi à dépolluer de 90% l'eau. De cette façon, on peut tester différents paramètres, notamment le temps de contact à cette étape ici, où on peut regarder est-ce que 5 minutes, 2 heures, 3 heures, 5 heures, c'est suffisant ou pas pour retirer tous ces polluants de l'eau. De cette façon, on peut jouer sur de nombreux paramètres. Donc finalement, les fibres de lin, elles nous servent à dépolluer les eaux. C'est très intéressant. Et c'est encore plus intéressant puisque nous, les fibres qu'on utilise, normalement, ce sont des déchets de la production des fibres de lin. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc ici, je vous ai mis une photo d'une culture de lin. Il faut savoir que nous, on travaille avec le lin parce que la Normandie,
c'est le premier producteur mondial de fibres de lin, que les plantes de lin sont transformées en fibres de lin avec un processus, donc ça c'est fait par une entreprise extérieure. Ces fibres vont être en général envoyées en Chine, donc exportées, pour produire le textile en lin, donc par exemple des t-shirts ou des pantalons. Et puis lors de ce processus, finalement, on va essayer d'extraire la fibre qui est à l'intérieur de la tige. Et parfois, lorsqu'on fait ça, on va casser la fibre. On va donc se retrouver avec une fibre qui est courte et qui est inexploitable pour la production de textile. Donc ça, c'est un déchet, un sous-produit de la production des fibres de lin. Et nous, c'est avec cette partie des fibres qu'on travaille. Donc on rend utile ces sous-produits de la production. Donc finalement, pour conclure, je voudrais dire que mon sujet sert à traiter des eaux de pluie qui ne sont pas traitées normalement. Donc on place un filtre à l'entrée des bassins de rétention pour pouvoir nettoyer des eaux de pluie, et on travaille avec des fibres de lin qui normalement sont destinées, enfin qui ne sont pas destinées en tout cas au textile. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Juliette. Pareil, le temps qu'on fasse le switch, est-ce que quelqu'un a une question pour Juliette? Alors, oui. Alors, je vais donner le micro, comme ça. Merci, c'est très intéressant. J'ai une question de chimie. Quelle est la nature de l'attraction entre le déchet et la fibre de lin? Ça dépend. Moi, je travaillais dans ma thèse avec des métaux lourds, donc fibres de lin, métaux lourds. Et là, ça va plus être de l'électrostatique. Enfin, on va avoir des plus et des moins qui vont s'attirer. Et puis avec les HAP, par contre, j'en ai pas parlé ici, mais je travaille avec du charbon actif. Donc là, ça va plutôt être des interactions hydrophones entre les HAP et le charbon actif qui, lui, est composé principalement de carbone. Il n'y a rien de covalent. C'est un peu dur d'étudier en fait, l'interaction qui se passe, mais nous, on pense que, pour l'instant, déjà, on a énormément travaillé sur les métaux et les fibres, et c'est vraiment une interaction, plus-moins, qui entre en jeu, et qui, c'est ce que nous, on pense être majoritaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué quand même que cette question a été posée par Monsieur Sauvage. Donc, c'est très... Est-ce que c'est inspirant d'avoir une question posée par un prix Nobel? Oui, très inspirant. Merci. Est-ce que peut-être on a une autre petite question le temps qu'on fasse le switch? On peut la garder pour après, sinon. Pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup, Juliette. Karina, c'est à toi. Est-ce que on vérifie si son micro fonctionne? Super. Bonjour à tous, je suis Kaina Meziani, je suis doctorante à l'Université du Havre et actuellement je suis en 3e année de thèse. Et donc ma recherche se résume dans la question suivante: comment innover ensemble grâce au tiers-lieux? Donc d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'innovation. Donc l'innovation, c'est la mise en œuvre ou bien la mise en place d'idées créatives, c'est-à-dire de nouvelles idées dans une entreprise. Depuis quelques années, on a assisté à l'émergence du phénomène de l'innovation ouverte, qui consiste pour une entreprise à faire appel à des personnes externes, à des personnes extérieures à l'entreprise pour innover ensemble. Et donc, ces personnes-là peuvent être des utilisateurs, des fournisseurs, d'autres partenaires, ou même des entreprises concurrentes. Et donc, au lieu de rester dans son coin toute seule à innover uniquement qu'avec ses employés, l'entreprise intègre ces personnes-là pour tout d'abord de répondre efficacement à leurs besoins et aussi d'améliorer et de développer la qualité de ses produits et services. On a ici un petit exemple de ce qui est l'innovation ouverte. Donc, je pense que tout le monde connaît Decathlon. Donc, Decathlon, ils ont réussi à mettre en place en 2014 une plateforme digitale, et donc pour créer un lien direct avec les clients, c'est-à-dire pour innover avec ses clients. Et donc, le but, c'est de créer de nouveaux produits sportifs. Et donc, le processus, c'est les clients, bien les utilisateurs de ces produits, vont proposer des idées, vont les mettre en place dans cette plateforme digitale, et puis il y aura une sélection d'idées en fonction de leur faisabilité. Et donc, je pense que les jeunes ici dans la salle ont une passion pour le foot. Donc, par exemple, si vous avez envie d'innover, par exemple, vous pouvez proposer plein d'idées et de les déposer sur cette plateforme-là.
Alors moi, mon objectif de recherche, c'est d'étudier comment réunir des individus qui ont des activités différentes, que ce soit des employés d'entreprises, des gens issus de milieux associatifs, des habitants, des artistes du territoire ou même des étudiants ou des scolaires du territoire, c'est-à-dire de la ville du Havre, pour créer de nouveaux produits ensemble et pour innover ensemble. Et donc, moi, contrairement à Decathlon qui ont mis en place une plateforme numérique, moi, je m'intéresse plutôt à des lieux spécifiques des lieux spécifiques nommés des tiers-lieux. Donc, qu'est-ce que c'est que les tiers-lieux? Ce sont de nouveaux espaces de sociabilité qui sont ni totalement le domicile de la personne, ni son lieu de travail, mais plutôt des espaces intermédiaires où on peut travailler, mais en même temps, on peut créer de nouvelles relations, de nouer de nouveaux liens. Alors, le but, c'est justement d'échanger avec les autres, de partager de nouvelles ressources et de compétences, de créer de collaborations et de monter des projets ensemble, de créer du lien social aussi, d'entreprendre et de favoriser les démarches entrepreneuriales, d'innover et aussi, ces lieux-là, ils permettent une libre circulation de connaissances. Alors, sur le territoire havrais, on a un exemple d'un tiers-lieu qui est le Hangar Zéro, qui est un tiers-lieu en transition écologique et citoyenne. Et donc, le Hangar Zéro est un espace d'expérimentation, d'échange et aussi de partage. Donc, à l'entrée, on sera face à un agora, donc, qui est l'espace central ou bien principal du Hangar Zéro, dans lequel les habitants de la ville peuvent échanger avec les usagers du lieu. Quand je dis bien usagers, ça veut dire les salariés et les bénévoles qu'on puisse trouver au Hangar Zéro. Et donc, cela grâce à des conférences, à des expositions et à des concerts aussi. On a aussi une boutique qui permet de mettre en avant les travaux des entrepreneurs ou bien des producteurs et des artisans locaux. On a aussi un resto qui permet de passer des moments conviviaux ensemble, d'échanger avec les gens qu'on puisse trouver là-bas. On a aussi une ferme aquaponique qui est en fait une nouvelle méthode de culture qui fait en fait cohabiter 3 élevages, les poissons, les plantes et un certain type de bactéries. Donc voici un schéma ou bien un modèle de ce qu'on appelle un territoire créatif pour bien illustrer ce que je veux dire. Alors, le territoire créatif se compose de 3 niveaux. On a tout en haut ce qu'on appelle l'upper ground. Donc, ce sont des groupes structurés, des groupes formels qui détiennent les capacités financières et commerciales pour réaliser des innovations. Par exemple, des entreprises, des universités, des labos de recherche. On a tout en bas ce qu'on appelle l'underground, qui, eux, par contre, ce sont des individus créatifs, des gens passionnés, des amateurs, qui ont des idées, mais plutôt, en fait, ils n'ont pas la capacité commerciale, la capacité financière de réaliser ces innovations. Et donc, c'est là qu'intervient, en fait, le niveau intermédiaire, nommé le middle ground, qui est en fait des structures intermédiaires, qui peuvent être, par exemple, des plateformes en ligne, qu'on vient de voir dans le cas de Decathlon, ou bien des tiers-lieux. Et donc, cette strate-là, ou bien ce niveau-là, va servir d'intermédiaire et va permettre le transfert d'idées et de connaissances entre les 2 niveaux. Et donc, là, on peut voir que, par exemple, les acteurs ou bien les personnes issues de l'upper ground veulent chercher de nouvelles idées. Ils font appel, donc ils se dirigent, ils s'orientent vers le middle ground pour chercher ces idées-là auprès de personnes créatives. Et donc, une fois les idées émergent, on va donc les sélectionner et après, on va choisir les plus pertinentes, les plus innovantes pour pouvoir les transformer en produit ou en service final et les commercialiser par la suite. Et donc moi, ce que je cherche à comprendre d'après mes études, là, c'est que, alors, il faut savoir qu'il y a plein d'études ou bien de travaux académiques et scientifiques qui ont
dit que les tiers-lieux peuvent être un middle ground, mais ils n'ont pas montré comment ces tiers-lieux-là peuvent devenir réellement un middle ground, de quelle manière, sous quelles conditions, qui sont les collaborateurs impliqués dans cette démarche, et aussi quel type de difficultés qu'on puisse rencontrer au sein de ces tiers-lieux-là, ou même ces tiers-lieux-là peuvent rencontrer sur un territoire. Et donc moi, mon travail en étant doctorante, c'est quoi ? Alors, premièrement, j'ai fait une lecture d'articles scientifiques, d'ouvrages aussi, en relation avec mon projet de recherche. Et une fois j'ai fini mes lectures, donc j'ai abouti à des questionnements de recherche. Alors, contrairement à mes collègues chimistes qui, eux, mènent leurs expérimentations dans un laboratoire, moi, plutôt, je m'oriente au territoire. C'est-à-dire, je mène mes expérimentations sur le territoire. C'est-à-dire, je m'intéresse aux individus qui se trouvent sur le territoire, donc des personnes qui peuvent avoir des réponses pertinentes à mes questions. Et donc, je vais les questionner, je vais les interroger pour avoir ces informations-là. Et donc, une fois j'ai mes informations souhaitées, j'ai mes données collectées, je vais retourner à mon laboratoire, donc au NIMEC, pour les analyser et finalement pour établir des résultats. Alors, pourquoi je fais tout ça ? C'est quoi l'intérêt ? C'est justement d'attirer plus d'attention vers ces nouvelles structures qui commencent à émerger sur les territoires et en fait qui peuvent vraiment devenir un moteur d'innovation et de créativité, un moteur pour stimuler les idées auprès des personnes créatives et justement d'essayer de créer ensemble et et aussi en fait de trouver des solutions à des problématiques déjà existantes sur le territoire, pas forcément d'innover, mais de répondre à des besoins déjà existants sur le territoire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kaïna. Bon, vous voyez, du coup, surtout pour les jeunes qui sont dans la salle, quand on fait de la recherche, notamment quand on fait une thèse, il y a un lien qui est direct avec la vie de tous les jours. Hein. Vous avez vu, hein, là, le tiers-lieu, c'est c'est le mieux faire ensemble. Hein. Tout à l'heure, on parlait des gestions des catastrophes naturelles ou de l'eau. Surtout qu'en plus, ici, au Havre, vous recevez tout ce que Paris va mettre de polluants dans la Seine. Donc, il faut faire attention à tout ça. Bon, j'espère que ça vous inspire. Avant qu'on passe à la dernière présentation de Floriane, est-ce qu'on a une question dans la salle ? Oui, tout en haut. Alors, j'amène le micro pour qu'on puisse entendre à la caméra aussi. Bonjour, alors moi c'est moins une question qu'un témoignage, plus que je travaille au Hangar 0. Et donc je remercie Kaïna pour tout le travail qu'elle a effectué. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut retirer de ces lieux un peu hybrides. Et donc je suis au nom du collectif Hangar 0, je suis très fière personnellement. Et je voulais aussi témoigner du fait que tous les jours, effectivement, c'est un lieu fascinant en termes d'intelligence collective. Et comme le disait Kaïna, là, je voulais juste ajouter sur les problématiques concrètes d'un territoire. Là, on travaille sur tout ce qui est réemploi de matériaux, parce qu'on détruit des bâtiments entiers et puis on les met à la benne. C'est 80% des déchets en France, je crois, le BTP. Et au Havre, on a une grosse problématique. Donc, on cherche ensemble, là, en chantier participatif, comment réemployer. Et donc, c'est pas juste les architectes, c'est effectivement les citoyens, tout le monde devient les bénévoles, les étudiants qui viennent chercher ensemble et trouver ensemble. Donc voilà, merci. Merci Cathy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être ? Moi, j'en ai une pour vous, les jeunes, justement. Qui veut faire des études scientifiques après ? Des études dans la science, au sens large, hein, sciences politiques, sociales, biologie. Ah, vous êtes intéressé, hein ? Vous êtes un peu là pour ça aussi, d'ailleurs, hein, non ? Est-ce que vous savez ce que c'est une thèse ? Ouais, un petit peu. Vous savez qu'on peut avoir le bac, après on peut faire un bac plus 2, plus 3, plus 5. C'est combien une thèse ? Bac plus... C'est plus que ça. Hein.
c'est au moins 8. On peut faire 8 si on arrive à être très rapide, mais sinon, ça, on peut faire plus aussi. Super, merci beaucoup Kaina. Floriane, c'est à toi pour l'avant-dernière présentation et après c'est à Monsieur Sauvage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Floriane Richard et je suis doctorante. Donc, doctorante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis une chercheuse en formation. Et en fait, j'ai 2 domaines de recherche. Le premier domaine de recherche que j'ai, c'est la chimie. Donc, en chimie, je fais des réactions chimiques en fait, pour fabriquer de nouveaux ingrédients. Et mon deuxième domaine de recherche, c'est la formulation cosmétique. Et en formulation cosmétique, en fait, je vais fabriquer de nouveaux produits cosmétiques qui sont innovants. Et donc, un produit cosmétique, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être, comme on le voit là, un rouge à lèvres, ça peut être un mascara, donc du maquillage, mais en fait, ça peut être un shampoing, ça peut être un gel douche. Donc, en fait, tout le monde ici utilise des produits cosmétiques. Et ça peut être aussi, donc, on le voit ici, une crème de jour ou encore une crème solaire. Et aujourd'hui, grâce à mes travaux de recherche, je vais vous montrer comment est-ce que la betterave normande peut donner des super pouvoirs à une crème solaire. Comme certains d'entre vous le savent peut-être aujourd'hui dans la salle, la Normandie, c'est un des plus gros producteurs de betteraves à sucre en Europe et dans le monde. Et donc, pour extraire le sucre de ces betteraves, on a besoin de les presser, comme on va presser des oranges en fait, pour extraire le jus d'orange. Et lorsqu'on a extrait tout le sucre de ces betteraves, on obtient ce qu'on appelle la pulpe de betterave, comme la pulpe des oranges une fois qu'on a retiré le jus. Cette pulpe de betterave, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment valorisée. En fait, on l'utilise comme un déchet. Et c'est dommage parce qu'en fait, si on la regarde très attentivement avec un microscope, on va voir que dans cette pulpe de betterave, il y a plein d'éléments qui sont très intéressants qu'aujourd'hui, on va associer en fait, à des Legos. Et donc, tous ces Legos, ils ont des caractéristiques qui leur sont bien particulières. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner ces Legos les uns avec les autres pour créer de nouvelles constructions. Et en fait, c'est ce qui se passe dans un laboratoire de chimie. Parce que ces choses que j'ai appelées des Legos, en fait, c'est des molécules. Donc, on a vu que la pulpe de betterave, elle était obtenue après avoir pressé des betteraves. Et en fait, on peut faire la même chose à partir de riz et de blé, pour lesquels on obtient respectivement soit de l'huile de riz ou du son de blé. Et en fait, ces 3 éléments, comme je le disais, ce sont des déchets agricoles. Et donc aujourd'hui, principalement, on les utilise pour nourrir les animaux d'élevage. Et donc c'est vraiment dommage parce que dans chacun de ces déchets agricoles, on va trouver de nombreuses molécules ou pièces de Lego qui sont très intéressantes. Et notamment, dans ces 3 déchets agricoles, on trouve une molécule, qui est celle-ci, qui m'intéresse particulièrement pour mon projet de recherche. Cette molécule, c'est l'acide férulique. Et c'est comme ça qu'en tant que chimiste, on la représente. Mais aujourd'hui, on va la représenter avec une pièce de Lego. Mon projet de recherche, il ne concerne pas l'extraction de l'acide férulique à partir des déchets. En fait, mon projet de recherche, il démarre au laboratoire de chimie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai modifié, cet acide férulique. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que cet acide férulique m'intéresse ? Eh bien, en fait, il m'intéresse parce qu'il a des super pouvoirs de protection contre les attaques extérieures. Par exemple, il permet de protéger contre l'attaque des rayons du soleil, contre l'attaque des mauvaises bactéries, ou encore contre l'attaque de l'oxygène présent dans l'air. Et donc, au laboratoire de chimie, j'ai décidé de le modifier pour venir lui apporter un 4e super pouvoir. Et donc pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, je viens ajouter une nouvelle pièce de Lego par-dessus cette molécule d'acide férulique. Et donc ensuite, pour pouvoir créer, donc associer ces deux pièces de Lego ensemble, il va falloir que je fasse une réaction chimique. Pour cela, eh bien, je vais devoir mettre mes 2 pièces de Lego tout d'abord dans un récipient qui est fermé. Ensuite, dans ce récipient, je vais pouvoir mélanger très fort ensemble mes 2 molécules. Ce que je vais pouvoir faire, c'est chauffer le récipient pour augmenter la température à l'intérieur. Et encore, une autre condition que je vais pouvoir appliquer, c'est augmenter ou réduire la pression à l'intérieur du récipient. Et en fait, si je veux, je peux faire tout ça en même temps. Et donc, c'est ça qu'on appelle une réaction chimique. Et à la suite de cette réaction, on va obtenir
une nouvelle molécule. Donc on n'a plus la molécule d'acide férulique, on a une molécule d'acide férulique qui est modifiée. Et donc dans mon laboratoire de chimie, j'ai vérifié que cette nouvelle molécule, elle avait toujours les pouvoirs de protection de l'acide férulique qui nous intéressent. Et j'ai aussi vérifié qu'elle avait un nouveau pouvoir, et ce pouvoir, c'est un pouvoir d'hydratation. Et donc, on pourra dire que grâce à la betterave normande, on a réussi à créer un super ingrédient avec 4 super pouvoirs. La deuxième partie de mon projet, elle se déroule plus au laboratoire de chimie, mais dans mon deuxième labo, qui est le labo de formulation cosmétique. Et ce que je vais vouloir faire, c'est intégrer cette nouvelle molécule dans une crème cosmétique. Une crème cosmétique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est composé d'eau et d'huile. Sauf que l'eau et l'huile, vous le savez, ça ne se mélange pas ensemble. Donc ce qu'on va avoir besoin d'ajouter, c'est un stabilisant qui va permettre le mélange de l'eau et de l'huile. Lorsque j'ai modifié ma molécule pour lui ajouter des pouvoirs d'hydratation, en fait, je l'ai transformée en huile. Donc, pour faire ma crème cosmétique, je vais avoir besoin de mon ingrédient, d'eau et d'un stabilisant. Donc, je vais mettre ces 3 éléments dans un récipient et je vais utiliser pour mixer ensemble ces 3 éléments ce qui ressemble un peu à un fouet de cuisine qu'on utilise par exemple pour faire une mayonnaise. Et donc, après avoir mixé tout ça ensemble, j'obtiens ma crème cosmétique. Et en fait, ma crème cosmétique, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Et donc, on a vu tout à l'heure que mon nouvel ingrédient, il avait notamment, si vous vous rappelez, des pouvoirs de protection contre les rayons du soleil. Donc, on pourra dire que cette émulsion, en fait, c'est une crème solaire. Donc, en premier, on a vu qu'on avait modifié l'acide férulique au laboratoire de chimie pour obtenir une nouvelle molécule. Ensuite, je suis allée au laboratoire de formulation cosmétique pour intégrer dans une crème solaire mon nouvel ingrédient. La troisième partie de mon projet, ce sera d'évaluer les nouveaux pouvoirs de la crème solaire pour vérifier que celle-ci, elle possède bien tous les pouvoirs qu'avait mon ingrédient au départ. Donc pour ça, je vais faire passer des tests à ma crème solaire. Parce qu'en fait, les pouvoirs de protection contre les attaques extérieures, notamment, c'est très intéressant pour un produit cosmétique. On a envie, quand on applique une crème solaire sur sa peau, que notre peau soit protégée contre les rayons du soleil et qu'on soit protégé, que la crème et la peau soient protégées contre l'attaque de l'oxygène aussi. Et aussi, ce qui est très important, c'est que les bactéries ne se développent pas à l'intérieur du produit, parce que ça peut être dangereux pour la santé. Donc moi, je vais venir faire des mesures au laboratoire pour vérifier que ma crème, elle absorbe bien les rayons du soleil et l'oxygène, et je vais venir mesurer si elle détruit bien les mauvaises bactéries. Les pouvoirs d'hydratation, c'est aussi très intéressant pour une crème cosmétique, comme une crème solaire. Et donc, je vais venir faire des mesures sur soit des peaux artificielles, soit directement sur la peau humaine, après avoir vérifié que, évidemment, la crème solaire n'était pas dangereuse pour la santé. Donc sur les peaux artificielles, je vais pouvoir venir faire des mesures avec différents appareils pour vérifier si la crème, elle s'étale bien, si elle a une bonne texture. Et puis, je vais vérifier qu'elle ne colle pas à la surface de la peau. Sur la peau humaine, les tests ils sont faits par des volontaires et sur des volontaires. Donc je vais demander aux volontaires de venir évaluer la texture de la crème. Et puis avec des appareils comme des sondes qu'on voit ici, on va pouvoir mesurer directement, par exemple, l'hydratation de la peau. En fait. Dans une crème solaire classique, pour avoir tous ces super pouvoirs, on a besoin d'ajouter une multitude d'ingrédients qui sont ici représentés, encore une fois, par des Legos. Et en fait, chacun de ces Legos va être indispensable à la crème. Par exemple, ici, on en a un, c'est le conservateur. Et le conservateur, il va venir protéger contre l'attaque des bactéries. L'antioxydant, il va venir protéger contre l'attaque de l'oxygène. Le filtre solaire, il va protéger contre l'attaque des UV. Et enfin, pour apporter des propriétés d'hydratation, on va mettre par exemple une huile silicone. Et donc chacun de ces ingrédients, ils vont contribuer à allonger la liste des ingrédients d'une crème solaire classique, ce qui peut être dérangeant pour le consommateur. Tandis que dans une crème solaire qui a été fabriquée avec des déchets agricoles, on va avoir
par exemple, mon ingrédient. Donc le nouvel ingrédient qui, à lui seul, permet de remplir ces 4 super pouvoirs avec une seule molécule. Et donc, ce qu'on pourra dire, c'est que grâce à la betterave normande, on a réussi à faire une crème solaire qui, telle une super-héroïne, possède des super pouvoirs de protection et d'hydratation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Floriane. Bon, du coup, vous voyez que ces super pouvoirs-là, ils sont déjà dans la nature. Donc, s'il vous plaît, on préserve un maximum la nature. C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration, le biomimétisme. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là, mais qui sont ultra intéressants. Merci beaucoup. Peut-être le temps que M. Sauvage, vous puissiez vous mettre avec votre présentation juste ici. On peut voir s'il y a une question pour Floriane, juste devant, ouais. Attends, je te donne le micro. Parle bien dedans. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez dit que vous modifiez une molécule vous ajoutez une autre molécule, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai 2 molécules et je vais faire la réaction chimique entre ces 2 molécules. Alors, c'est laquelle, du coup, la deuxième? Alors, la deuxième, j'en ai fait plusieurs, en fait, des ingrédients. Là, je vous en ai présenté un seul. Et après, moi, je vais utiliser différents ingrédients, différentes molécules que je vais ajouter sur l'acide férulique. Et il y en a plusieurs. Ça peut être des huiles naturelles, ça peut être différents types d'ingrédients, mais qui sont des huiles, pour pouvoir avoir cette nouvelle propriété d'hydratation. Il y avait une autre question juste devant, là. C'est qui voulait la poser? Ouais. En quoi l'oxygène, c'est pas bien pour la peau? Oui, alors l'oxygène, évidemment, c'est hyper utile, mais en fait, c'est surtout dangereux pour le produit, parce que l'oxygène, en fait, ça peut venir détruire le produit. C'est pour ça qu'on met des antioxydants. Tu as sûrement déjà entendu le terme antioxydant. Mais en fait, ça vient protéger contre l'oxygène qui peut détruire les molécules qui sont à l'intérieur des produits. Donc il y en a, mais il y en a aussi dans les produits alimentaires. Il n'y en a pas que dans les cosmétiques, des antioxydants. Par exemple, la rouille sur le fer, c'est grâce à l'oxygène. Hein. Donc l'oxygène, ça peut aussi être mauvais pour d'autres choses. Est-ce que vous pouvez poser la question dans le micro? Quel type d'huile vous utilisez? Là, on va rentrer dans des détails un peu techniques. J'utilise des huiles, ça peut être des huiles naturelles, mais ça peut être en fait des huiles qui ont été obtenues à partir de ressources naturelles aussi, comme on a vu par exemple avec l'acide férulique. Après, je peux vous donner des noms techniques, mais ça peut être des esters par exemple, des esters ou des alcènes, des alcanes, ce genre de choses. Super, merci beaucoup. On rattrape petit à petit notre retard initial, donc ça c'est cool. Oui, tu peux poser peut-être le micro. Ouais, génial. D'ailleurs, Floriane, tu as fait une transition parfaite parce qu'on a vu des Legos dans ce diaporama. Des Legos, Monsieur Sauvage en a construit pas mal, et notamment il a reçu le prix Nobel par rapport à des Legos qu'il va vous présenter, qu'on va plutôt appeler machine moléculaire maintenant. Donc on a cette chance-là, cet honneur aujourd'hui, donc profitez-en, c'est assez rare. D'ailleurs, petite question, vous savez combien il y a de prix Nobel français et françaises? Une estimation, les jeunes, environ 5? Un peu plus. 18, 17, un peu plus. Je crois que c'est juste au-dessus de 30. Ouais, je crois que c'est 33. J'ai plus le chiffre exact, mais je sais que c'est dans la trentaine. Alors, des vivants, ça, je sais pas. Et notamment, pas beaucoup de femmes. Donc, les filles, on compte sur vous aussi pour être la nouvelle génération. Et voilà. OK. Du coup, M. Sauvage, c'est à vous. Profitez de ce moment aussi pour échanger. Alors, peut-être on prendra quand même les questions à la fin. Mais voilà, profitez de ce moment, c'est assez cool et c'est sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Est-ce que sinon prenez le mien peut-être. C'est bon? Ah, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil et je dois dire, je suis impressionné par le caractère professionnel des jeunes gens qui ont parlé avant moi. Je suis un peu crispé, parce que j'espère que je ferai à peu près aussi bien. Donc, on va parler rapidement d'anneaux entrelacés et de machines et moteurs moléculaires. Donc, c'est un domaine, bien sûr, qui m'est très cher.
Voilà. Alors, on m'avait dit qu'il y aurait des jeunes gens dans le public qui auraient des notions très floues de chimie. Donc, je me permets de faire un petit cours de chimie en 1 minute. Chimie de base, donc chimie moléculaire. Qu'est-ce qu'une molécule? Tout le monde savait ou on perd son temps là? Une molécule, je pense qu'il y a des jeunes gens qui ne sont pas nécessairement très branchés, c'est un assemblage d'atomes reliés par des liaisons. C'est un peu mystérieux, liaison. Atome, on voit ce que c'est. Il y a M. Mendeleïev qui nous avait proposé une classification merveilleuse. Donc, il y a des atomes comme l'hydrogène, l'oxygène, etc. Des molécules simples. Donc là, on a une molécule simple, c'est la molécule d'eau. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et 2 liaisons en gris. Une autre molécule, le dioxyde de carbone. Un atome de carbone au milieu, 2 atomes d'oxygène de part et d'autre, et 2 doubles liaisons. Il y a 2 traits, donc c'est des doubles liaisons. Alors le CO2, en fait, on lui prête les propriétés les pires qui existent, mais il faut savoir que sans dioxyde de carbone, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas eu de mammifères, il n'y aurait pas eu d'humanité, bien sûr, parce que le dioxyde de carbone, il est très utile pour les plantes. C'est la matière première des plantes. Il permet la photosynthèse. Et sans photosynthèse, nous, on n'aurait pas grand-chose. On n'aurait pas de légumes, déjà, mais on n'aurait pas de viande non plus parce qu'il n'y aurait pas de mammifères à manger. Une autre molécule intéressante, l'azote. Donc, c'est N2. Et vous voyez qu'il y a 3 liaisons entre ces 2 atomes d'azote. Et ces 2 atomes d'azote, donc ça forme la molécule d'azote, celle que l'on respire tout le temps. Et à cause des 3 liaisons, ici, c'est l'une des molécules les plus stables, les plus difficiles à transformer, malheureusement pour nous, parce qu'on l'utilise beaucoup pour faire des engrais indispensables à l'humanité. Une molécule un peu plus compliquée, le benzène, mais on ne va pas passer, disons, la journée sur le benzène. Donc, il y a simplement un hexagone avec 6 atomes de carbone, et chaque atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène. Une molécule que je trouve particulièrement séduisante, c'est celle du fullerène, C60, qui a été découverte par accident, totalement par accident. Les gens recherchaient des molécules intersidérales, parce qu'il faut savoir, dans l'espace, dans l'univers, il y a un nombre absolument effroyable de molécules, des quantités de molécules qu'on n'imagine pas. Et toutes ces molécules qui se promènent soi-disant dans le vide intersidéral ne sont pas du tout dans le vide, puisqu'elles sont là. Et il y a eu beaucoup de travaux pour savoir quelles étaient ces molécules, comment elles étaient là, pourquoi. Alors, par exemple, la molécule d'eau, c'est une molécule de l'espace. Et vous savez sans doute que toute l'eau qu'on a sur Terre provient avant tout des molécules d'eau qui sont venues se condenser sur la Terre, et non pas formées in vivo sur la Terre, ou in vitro. Donc, le C60, c'est une molécule intéressante qui a été trouvée complètement par accident, qui a des propriétés assez merveilleuses. Et une propriété qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est une molécule qui a 1 nanomètre de diamètre. Donc, c'est une sphère, 1 nanomètre de diamètre. Et pour les jeunes gens, 1 nanomètre, on sait tous que c'est petit, c'est 1 milliardième de mètre, ok. Mais j'aime bien utiliser une image qui nous fait voir combien c'est petit. C'est que le rapport entre le nanomètre et le mètre, on va dire que le mètre, il arrive là, c'est le même que le rapport entre un petit barreau de 30 cm et la distance de la Terre à la Lune. Donc le nanomètre, c'est petit. Notre famille fétiche de molécules est composée d'anneaux entrelacés ou d'anneaux traversés par des axes moléculaires. Et ces anneaux entrelacés, on les appelle des caténanes. Caténane, ça vient du latin, catena, qui veut dire chaîne en latin, qui veut aussi dire chaîne en italien d'ailleurs. Et on a une chaîne ici de 2 maillons cycliques.
C'est la plus petite chaîne à laquelle on puisse penser, 2 maillons cycliques. Bien sûr, une grande chaîne, il va y avoir des tas de maillons. Et les chimistes, ça fait plus d'1 siècle qu'ils ont rêvé des caténanes en se disant ça va avoir des propriétés amusantes, intéressantes, et puis surtout, on a envie d'être capable de faire des molécules qui comportent des caténanes. Raté. Disons, il a fallu vraiment beaucoup de travaux pour se rendre compte que leur préparation était pratiquement impossible. Et disons, c'est une des contributions de notre labo, c'est d'avoir rendu cette préparation facile. Donc, je vais vous raconter ça très brièvement. J'ai fait ma thèse chez Jean-Marie Lehn il y a fort longtemps. Et Jean-Marie Lehn est l'un des plus grands scientifiques français. Il a eu le prix Nobel à l'âge incroyable de 48 ans, en 87. Et voilà, j'ai travaillé avec lui. J'ai eu un poste très proche de lui, sans être totalement dans son labo. Et quand j'étais directeur de recherche ou maître de recherche au CNRS, on a démarré ensemble un gros projet qui visait à couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant une source d'énergie intéressante, l'énergie solaire. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie de couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. C'est un projet qui a partiellement marché, mais qui n'a pas abouti à des applications. Et aujourd'hui, il y a des tas de labos qui travaillent sur des projets en liaison avec cette coupure de l'eau en utilisant l'énergie solaire. Alors ça serait merveilleux, entre parenthèses, parce que l'hydrogène, c'est le fuel idéal. Vous brûlez de l'hydrogène, il n'y a pas de CO2, il y a de l'eau, c'est tout. Donc espérons qu'un jour, on pourra réaliser ça, mais il y a sans doute encore un peu de chemin. Et lorsque l'on a travaillé dans mon labo, dans ce domaine, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, tout d'un coup, on a eu une idée vers un autre domaine, qui est le domaine des caténanes, donc les anneaux entrelacés. Et on s'est lancé là-dedans, avec peut-être un peu trop d'audace, mais on s'est lancé quand même. Et en 1 an ou 2, on avait nos premiers résultats qui étaient très positifs. Alors, juste une petite conclusion là-dessus, c'est qu'il ne faut pas hésiter à changer de domaine. Travailler toujours dans le même domaine, à un moment, on s'empoussiérise, si je peux dire. Donc, on connaît tout du domaine, mais on a peut-être moins le courage d'attaquer des problèmes nouveaux et moins l'envie. Donc, sauter dans un autre domaine, ça peut être très bénéfique. Donc, on a réussi à fabriquer des caténanes grâce à mon ami Christian Dietrich Buchecker, et qui a encadré des tas d'étudiants dans notre labo. Et on a publié un premier papier en français. Bon, c'était un peu provocateur, pour faire comprendre au monde que l'anglais, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que des anglo-saxons dans le monde. Une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes. Et on m'a dit qu'il y a eu des Américains et des Anglais qui ont même lu le papier en français. Bon, est-ce vrai? Donc, pour vous dire, on a élargi le domaine, on a fait ce qu'on appelle des topologies, des nouvelles topologies, caténanes, un 3 caténanes, un nœud, ça a été un projet énorme, les anneaux de Salomon, ça s'appelle ça, etc. Avec beaucoup de plaisir, sans se poser trop la question des applications, mais en se posant la question de l'originalité. Et là, on était satisfait. Donc, très rapidement, si je compte bien, j'ai 6 minutes encore, ou quelque chose comme ça. Les molécules de synthèse. Alors, vous savez combien il y a de molécules qui ont été fabriquées par l'humanité? Fabriquées, qui n'existaient pas dans la nature. Des centaines, des milliers, des millions. Des millions de molécules faites par l'homme qui sont complètement artificielles. Donc les molécules de synthèse, celles que l'homme a fabriquées, sont immobiles. Disons, elles peuvent gigoter un peu, vibrer, se déformer, mais disons, on n'avait a priori aucun contrôle sur leur mouvement. Et on ne s'est même jamais posé la question, est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur le mouvement des molécules que l'on fabrique? Bon, non, on ne s'y intéressait pas. En biologie, c'est complètement différent.
la biologie utilise les molécules comme des moteurs et des machines. Donc en biologie, les molécules bougent de manière extrêmement contrôlée. Et ces moteurs et ces machines biologiques sont absolument partout et elles ont une importance déterminante. Donc ça s'appelle des protéines motrices. Ce sont toutes des protéines et elles ont une importance phénoménale. Alors on va peut-être voir un exemple qui est l'un des exemples les plus spectaculaires. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par disons, en liaison avec des biologistes d'une grande université américaine, Harvard. Et ce n'est pas du tout de la science-fiction. Il y a eu des centaines et des centaines d'études sur la kinésine. Et la kinésine, c'est un marcheur. C'est une molécule qui sait faire ça, qui ne sait rien faire d'autre et revenir en arrière. Donc cette kinésine, elle se trouve là, sur un tube. Et le tube, il est à l'intérieur de la cellule. Donc là, maintenant, on plonge dans la cellule. On voit que la cellule est pleine de tubes, comme ça. En fait, ces tubes, ce sont des autoroutes. Parce que dans la cellule, il faut que les molécules qui sont fabriquées quelque part puissent aller ailleurs. On ne va pas stocker toutes les molécules fabriquées dans des usines au même endroit et ne rien en faire. Un marchand de chaussures, disons, il aime bien que ses paires de chaussures soient distribuées un peu partout. Dans la cellule, c'est exactement pareil. Donc, ces microtubules ou ces énormes autoroutes sont là pour permettre le transport. Et le transport, c'est assuré par cette kinésine. Donc, ceci, c'est la kinésine. Ça marche, ça a 2 pieds. Alors, nos amis biologistes appellent ça des têtes. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce qu'elle ne marche pas sur la tête, a priori. Et donc, on a 2 pieds. Et ça marche très vite. En fait, si on ramenait ça à un être humain, ça courrait à environ 200 km/h. Et dans le dos de cette kinésine, il y a un énorme sac. Et dans cet énorme sac, il y a toutes les molécules qui doivent être transportées. Donc, il y a un côté transport livreur, puisque Deliveroo est très à la mode. Donc, on a un livreur qui va envoyer les molécules, les déposer là où on les attend. Donc, c'est l'une des machines moléculaires les plus impressionnantes et l'une des plus étudiées. Pourquoi est-ce que les caténanes et les rotaxanes sont importants ou intéressants au niveau de machines moléculaires? C'est très simple. Si l'on a des molécules comme ça, on peut imaginer qu'un anneau va se balader d'une position sur la gauche vers une position sur la droite. On est en train de faire un moteur linéaire, piston, qui bouge dans un cylindre. Et ici, on a des objets qui sont pas loin d'être des moteurs rotatifs. Donc, les chimistes se sont dit, enfin, quelques labos de chimie se sont dit, les caténanes et les rotaxanes sont des objets extrêmement excitants si on veut faire des molécules qui ont des mouvements pour lesquels les mouvements vont être contrôlés et même dirigés. Alors, quelque chose qui a été réalisé par des chimistes américains, c'est une navette moléculaire. Donc, on va aller de la gauche vers la droite, puis revenir. Ça a été publié il y a déjà quelques temps, mais l'une des toutes premières machines moléculaires, très propre. Et cette machine moléculaire a conduit à du stockage d'informations avec des molécules. Donc, un domaine qui s'appelle Molecular Computing en anglais. Donc, on espère un jour pouvoir stocker et traiter de l'information avec des systèmes moléculaires. J'ai presque fini mon exposé. Et pour nous, on a aussi travaillé sur un assez grand nombre de machines et moteurs moléculaires. Le plus spectaculaire, celui qui a le plus intéressé la communauté scientifique, c'est un muscle. Donc un muscle moléculaire fondé sur 7 structures. Donc vous voyez, vous avez 2 composantes, bleu clair et bleu foncé. Aucune liaison entre eux, donc ça leur permet de bouger de manière importante, sans rien casser. Et cette molécule a une longueur de 8 nanomètres. Et quand je la mets en mouvement, elle va se contracter. On va passer de 8 nanomètres à 6 nanomètres. Puis on envoie un autre signal à la molécule.
elle retombe à 8 nanomètres, puis etc. Donc ça a été le premier nanomuscle, toujours, hein, on est dans le domaine du nanomètre, et on espère bien qu'il pourra sortir des applications de ce domaine. Je voudrais terminer sans citer tous les gens qui ont travaillé dans ce domaine, mais pour que vous soyez bien conscients que la recherche est collective. Alors il y a peut-être des génies, disons, dans des sciences théoriques qui peuvent produire tout seuls grâce à des cerveaux brillants, très créatifs. Mais pour une science expérimentale, ça n'est pas possible. Donc tout ce que je vous ai raconté là, ce sont des travaux collectifs, des travaux d'une équipe, une grosse équipe, avec des tas de jeunes gens qui ont fait des thèses, avec des tas de chercheurs CNRS ou professeurs de l'université qui travaillaient dans notre équipe. Et c'est vraiment sur leur contribution que j'aimerais insister pour dire que, encore une fois, la recherche est collective. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sauvage. Bon, j'espère que ça vous a vraiment donné envie de faire de la science et de la recherche. C'était vraiment super intéressant. Je suis désolé. Alors, il y a on va vous poser quelques questions. J'avoue que je vais prendre cette opportunité pour vous poser la première. Moi, quand je vois ça, je me dis, comment vous arrivez à prouver que ces choses, enfin, vous avez réussi à les créer, parce qu'on ne peut pas les prendre en photo, c'est trop petit, ou si? Comment on les observe? On ne peut pas les prendre en photo, vous avez 100% raison, c'est 8 nanomètres. Par contre, il y a plusieurs techniques sophistiquées qui permettent d'avoir des idées assez précises sur l'agencement des atomes, et en particulier une technique qui s'appelle la diffraction des rayons X. Si on arrive à cristalliser la molécule, à avoir un échantillon cristallin, on fait diffracter les rayons X dessus et on obtient une carte, disons, qui est extrêmement précise, qui nous permet de localiser les atomes avec une très grande précision. Et on a eu la chance, disons, la plupart du temps, de pouvoir avoir des cristaux, de demander à nos amis cristallographes de faire de la diffraction des rayons. Donc une raison de plus pour travailler en équipe, évidemment. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Juste en face, la première main que j'ai vue lever. J'apporte le micro. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une question de curiosité. Du coup, vous avez montré cette molécule-là. Enfin, c'est deux molécules l'une dans l'autre finalement. Et c'est ça, c'est exactement ça. Comment, du coup, est-ce qu'elles bougent l'une sur l'autre? Parce que je comprends bien comment elles sont là, mais comment est-ce qu'elles se déplacent? Alors, il faut envoyer un signal. Il faut parler à la molécule. Donc, parler à la molécule, ça veut dire envoyer un photon, ou arracher ou envoyer un électron, ou en biologie, toute la biologie, là, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est un signal chimique. On envoie de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui se fait hydrolyser en ADP. C'est la source d'énergie. Et ça fait bouger, disons, toutes les machines de la biologie. Là, on envoie un signal chimique. Et le composé chimique qu'on envoie va se trouver dégradé, exactement comme ATP vers ADP, adénosine diphosphate, et ça fait bouger la molécule. Et si on veut revenir, on envoie un autre signal chimique et elle va revenir. Donc on fait une réaction chimique en fin de compte. Voilà. Elle va consommer quelque chose. Okay. Merci. Une autre question. Je passe de l'autre côté. Alors moi, mon rôle, c'est de vous faire poser des questions, mais la régie n'hésite pas à m'arrêter dès qu'il faut qu'on passe à la suite. Juste ici. Rebonjour et merci pour ce très bel exposé. Je me posais la question de savoir si certaines de ces agencements supramoléculaires avaient trouvé des applications dans le domaine du stockage de l'énergie, par exemple. Est-ce qu'on pourrait contraindre une molécule dans une position qui serait même, en la relâchant, de libérer de l'énergie et en quantité suffisante pour en faire des accumulateurs, par exemple? C'est un très beau projet et j'ai des amis qui travaillent là-dessus, effectivement. Essayer de stocker de l'énergie mécanique, comprimer un ressort, et puis au moment où on en a besoin, il va se détendre. Mais disons, du point de vue application, autant que je sache aujourd'hui, il n'y a pas eu d'application dans ce domaine précis. Disons, les seules applications intéressantes sont plus dans les protections d'écran,
avec des systèmes qui sont très mobiles et on n'arrive pas à rayer l'écran. On le raye, mais tout de suite les molécules vont gigoter et se remettre dans des positions initiales et ça détruit les rayures. Sinon, disons, l'application principale à laquelle on peut rêver est en nanomédecine. Ils ont envoyé des torpilles avec des machines qui savent voyager, puis larguer une molécule à effet thérapeutique près d'une cellule cancéreuse, par exemple. Et il y a beaucoup, beaucoup de travaux dans ce domaine. Il y a des choses qui marchent déjà un petit peu, parfois avec des nanoparticules ou parfois avec des molécules. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour clôturer. Les jeunes, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Là, on pose des questions qui sont peut-être un peu plus haut niveau pour vous. Et si ça fait des questions très simples à poser, n'hésitez pas. Attention, la dernière est par ici. Oui, je voulais savoir, en fait, quand on travaille sur des particules aussi petites, il doit falloir une machinerie énorme pour mettre en branle tout ça, quoi. Hein. Ce ne sont pas des particules, ce sont des molécules. Ce sont des molécules. Disons, les chimistes font quand même un distinguo précis. Ce sont des molécules. Bon, ce sont des techniques de chimie moléculaire en fait, qui sont très lourdes. Vous avez 100% raison, c'est très lourd. Et en plus, quand on veut voir des mouvements, disons, ça devient très compliqué. Du coup, moi, je rebondis là-dessus. Ça prend combien de temps, par exemple, à créer ce genre de molécules? Est-ce que c'est juste une recette de cuisine et ça prend 2 heures de cuisson ou Vous voulez être insultant. Hein. Ça prend un temps fou. Disons, ce sont souvent des synthèses en 25-30 étapes. Et ça peut prendre 1 an pour avoir le premier échantillon. Mais ensuite, quand on le refait, disons, ça va diviser le temps par 3 à chaque fois. Ça va prendre 3-4 mois la deuxième fois, ça va prendre 1 mois. Donc la recherche prend du temps. La recherche prend beaucoup de temps. Et la recherche demande aussi énormément d'entêtement. Parce que quand on fabrique des molécules comme ça, on se fixe des chemins de synthèse. Donc on a une route. Et très souvent, la route, on doit la réorienter, on doit l'arrêter, revenir en arrière, etc. Donc il faut être... J'avais l'habitude de dire aux jeunes gens avec lesquels on travaillait que s'ils veulent faire de la recherche, il faut qu'ils soient pathologiquement optimistes. Je crois que c'est un joli mot de la fin, pathologiquement optimiste. Eh ben, génial, merci beaucoup Monsieur Sauvage, merci beaucoup à Félix, Juliette, Floriane et Kaina qui ont présenté leur projet de recherche. Merci à vous tous. Vous pouvez rester là ou pour repartir pour la suite et bonne continuation.